Alors il est l'heure, oui, il est l'heure d'accueillir deux personnalités avec qui on va discuter à bâton rompu sur des sujets qui s'emboîtent à merveille, je crois, dans tous les propos que vient de tenir votre président, à tel point d'ailleurs que la citoyenneté économique, thème central de notre présente séquence qui s'ouvre, est inscrite dans les ambitions de votre projet national. Les organisateurs de ce 37e Congrès national des sociétés coopératives ont souhaité que cet événement soit aussi l'occasion d'un coup de projecteur sur la parution d'un ouvrage collectif sur ce thème de la citoyenneté économique, un thème qui vous est cher. Il s'agit d'un véritable plaidoyer pour une amélioration de la démocratie et de la citoyenneté à l'intérieur des entreprises, de toutes les entreprises, pour que l'ensemble de la vie sociale puisse en bénéficier. Un plaidoyer fondé sur une accroche interrogatrice sans détour. La citoyenneté économique peut-elle sauver l'avenir? L'ouvrage est paru il y a un mois, jour pour jour, aux éditions des Équateurs, et nous avons la chance d'avoir à nos côtés, et je vais les inviter tout de suite, deux personnalités qui ont largement contribué à sa genèse et à sa réalisation. S'il vous plaît, si vous voulez bien accueillir Laurence Ruffin et Benoît Hamon. Bonjour à tous les deux, soyez les bienvenus. On est très fiers et ravis de vous avoir à nos côtés pour ces minutes d'échange. On est bien sur ces chaises, vous allez voir, on se tortille un peu, moi ça fait 2 jours que je me tortille. Soyons heureux quand même d'être là. Laurence Ruffin, vous étiez déjà présente hier sur cette même scène, vous êtes toujours la PDG d'Alma, mais cette fois je vous accueille aussi en tant que l'une des 13 personnalités qui avaient contribué à cet ouvrage collectif dont on va parler. Benoît Hamon, c'est vous, sous votre direction, que cette publication a été conçue. On va raconter l'histoire dans un instant. Permettez-moi tout de même de rappeler à notre public que vous êtes ancien ministre de l'économie sociale et solidaire pendant le mandat de François Hollande. Vous êtes aujourd'hui directeur général de l'ONG Singa. Peut-être un mot sur cette ONG que tout le monde ne connaît peut-être pas, en quelques bribes. Alors merci, je serais ravi de pouvoir en tout cas dire un mot de Singa. Singa, c'est une ONG européenne qui est dédiée à l'inclusion des nouveaux arrivants. Nouveaux arrivants, ce sont à la fois les réfugiés qui ont quitté leur pays pour des raisons politiques, pour raisons de guerre, en raison d'oppression, mais aussi les nouveaux arrivants, ce sont des personnes qui ont quitté leur pays pour des raisons économiques, et on essaye de ne pas hiérarchiser ce que seraient les bons étrangers et les mauvais étrangers, les réfugiés politiques étant les bons et tous les autres les mauvais, comme ça s'inscrivait il y a encore quelques semaines de cela dans le débat politique, pas seulement en France. Et donc Singa travaille à recréer des liens entre ces nouveaux arrivants, ou à créer des liens, et les populations des pays qui le rejoignent partout en Europe, et nous sommes en ce moment très mobilisés sur la question de la crise ukrainienne, puisque, pour vous donner un ordre de grandeur, on est aujourd'hui à 3 millions de personnes réfugiées, et au pic de la crise syrienne, c'était 1 million pour toute l'année 2015. Donc ça vous dit ce qui va être l'ampleur de l'organisation qu'il va falloir adopter en Europe. Voilà. Et on a bien sûr une pensée pour le peuple ukrainien, ça a été fait dès hier par vos applaudissements, on vous en remercie encore. On peut rappeler aussi, Monsieur Hamon, que votre cabinet BH Horizon, vous aviez dirigé en 2020 une première étude déjà pour la CGScope, justement sur le thème qu'on évoque ensemble ce matin. C'est pour faire le lien avec ce qui nous amène à la conversation qui s'ouvre. Laurence Ruffin, au fond, si je comprends bien la démarche engagée, le mouvement a envie de, allez, je vais le dire comme ça, a envie de prendre toute sa place dans l'économie, dans toute l'économie française. C'est ça, finalement, le message ? Effectivement, en fait, on a beaucoup parlé de l'élan coopératif qu'on voulait donner au mouvement ce matin encore, hier, sur la dynamique, la création d'emplois, et on s'est dit qu'il était tout aussi important de travailler sur la promotion de l'idée coopérative dans toute l'économie. C'était d'autant plus important à un moment où, on va pas revenir sur la question des rapports du GIEC, des problèmes environnementaux, la question des inégalités. Et il y a une réflexion qui s'ouvre sur le rôle des entreprises, la responsabilité des entreprises face à ces enjeux majeurs. Encore une fois, je pense que les Français en sont conscients. On a rappelé une dernière enquête qui vient de sortir d'IFOP, là, disait qu'il y a plus de 85% des Français qui pensent que l'entreprise doit se sentir plus responsable et s'engager dans ces transitions écologiques et sociétales. Et dans ce contexte-là, en fait, on s'est dit, il ne faut pas qu'on ne parle que de statut, il faut qu'on cherche à promouvoir nos idées et à promouvoir ce que c'est une entreprise, au-delà des scopes et des SIC, qui
qui contribueraient justement à ce changement. Évidemment, il y a eu un certain nombre d'évolutions. La loi Pacte est un exemple de ce qui évolue, qui introduit des changements dans la raison d'être de l'entreprise, dans son objectif, qui, en tout cas, me semble encore insuffisant par rapport aux enjeux auxquels on doit faire face. Et la réflexion qu'on a eue, c'est de dire finalement, dans l'environnement commun, dans notre référence en France, dans les pays occidentaux, la question de la démocratie, la question de la place de citoyen est évidente. Ça nous paraît évident qu'on élise notre maire, notre président, qu'on ait des informations, qu'on participe à un moment donné à la construction de la vie de la cité. Et pourtant, quand on arrive dans l'entreprise, il est tout aussi admis qu'on enlève notre habit de citoyen et qu'on devienne simple salarié. Alors je parle évidemment en dehors du monde coopératif, et qu'on devienne simple salarié, subordonné avec un contrat de travail, et qu'il nous semble que dans le contexte dans lequel on est, se dire qu'il y a une forme de continuité qui devrait être imaginée, que de dire que la prise de décision devrait être beaucoup plus partagée et que ce devrait être la base de l'entreprise de demain, de remettre le salarié citoyen et au-delà les différentes parties prenantes de l'entreprise comme au cœur de l'entreprise. Et donc notre réflexion, c'était de dire comment on pourrait amener, à travers notre expérience coopérative, à travers toutes les entreprises qu'on représente, l'histoire qu'on représente et ce qu'on a expérimenté qui pourrait infuser dans les entreprises au sens large, des pratiques qui viendraient amener une réflexion sur l'entreprise de demain, sur la transition écologique et sociétale. Voilà un petit peu ce qui nous a amené à... Merci pour cette clarification qui va dans le droit fil de ce qu'on se dit depuis un jour et demi déjà. Alors Benoît Hamon, avant de raconter la démarche, peut-être faut-il bien poser les choses, redéfinir cette notion de citoyenneté économique, d'où elle vient, quelles en sont les références historiques, peut-être philosophiques aussi, que vous avez envie de nous expliciter ce matin. Alors oui, est-ce que je peux me permettre d'abord de saluer la CGSCOP, parce que je me rappelais qu'il y a 10 ans de cela, j'étais venu au congrès à Marseille. À l'époque, j'étais ministre de l'ESS et on préparait la loi ESS, et c'était mon premier contact avec le peuple de l'ESS, en quelque sorte. Et qui était assez fringant déjà à l'époque. Et donc je vois que ceux que j'ai connus sont toujours aussi fringants aujourd'hui, 10 ans après, mais ça me fait vraiment très plaisir. Vous avez entendu. Ça me fait très plaisir de vous retrouver 10 ans après. On parlait de choc coopératif à ce moment-là. On avait, avec Patrick notamment, construit ce message du choc coopératif et voir à travers les chiffres qui sont ceux de l'évolution aujourd'hui de votre mouvement et du nombre de SCOP et de SIC, voir combien ce modèle aujourd'hui se déploie, et pour moi une raison de se réjouir, et je pense que c'est une bonne chose. Donc je voulais vous le dire, ça me fait vraiment très plaisir d'être parmi vous. Sur la citoyenneté économique, quels sont ses fondements? En fait, il n'y a rien de nouveau à parler de la citoyenneté économique. Très bien, merci. Il y a juste un mouvement comme le vôtre qui décide, en tout cas la CGSCOP, de dire est-ce que ça fait sens aujourd'hui? Est-ce que ça fait sens de dire que, confronté à une crise démocratique, il se peut que la solution ne soit pas qu'un changement de république, que la solution ne soit pas qu'à davantage de décentralisation, qu'à moins de cumul des mandats, etc., etc. Est-ce qu'il se peut que dans l'ordre économique, dans l'entreprise où on passe un grand moment de notre vie, en y créant un espace démocratique, on pourrait contribuer à ce que la démocratie en général se porte mieux? Et en fait, le premier fondement historique que j'ai envie de citer, il y en a plein d'autres, mais celui qui fait, à mon sens, qui a le plus de force et qu'on a évoqué au moment où on a travaillé avec ces différents contributeurs et contributrices, c'est cette phrase qui avait été celle de Jaurès qui disait « Il faut que la République rentre dans l'atelier ». Que, à l'époque, le socialisme ne sera jamais complet si la République ne rentre pas dans l'atelier. Comprendre que le citoyen souverain dans la cité peut-il se débarrasser de ses habits de citoyen souverain dès lors qu'il rentre dans l'entreprise pour devenir la proie de tous les hasards? C'est ça que dit Jaurès. Il dit il y a une forme de paradoxe, de contradiction à ce qu'on ait proclamé la République, mais que dès lors qu'on rentre dans l'entreprise, en raison du lien de subordination entre l'employeur et l'employé dans le contrat de travail, finalement, on se soumet, on devient obéissant en contrepartie d'un salaire, on n'a pas voix au chapitre. C'était ça la promesse de Jaurès. Et c'est ce fil-là qu'on a voulu tirer, collectivement, en reprenant quelques références historiques les uns et les autres qui ont précédé Jaurès. Mais c'est ce fil-là qu'on a voulu reprendre en se posant la question, quelle peut être la contribution d'entreprises démocratiques
à l'amélioration de la santé démocratique tout court du pays. Et vous verrez, on y répond à 12 ou 13, je crois. Ça porte bonheur. Hein, et je crois qu'il y a quelques réponses qui permettent d'éclairer le débat. Et on est vendredi. Laurence Ruffin, pour le mouvement coopératif, quels sont les principaux déterminants finalement de cette citoyenneté économique? Quelques-uns. Oui. Alors, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec des coopératives sur, finalement, qu'est-ce que vous mettez derrière les piliers de la citoyenneté économique. Et ça nous a amené à avoir 4 piliers aujourd'hui. Quand on parle de citoyenneté économique, le premier pilier qui nous semble le point central, c'est la question de la robustesse de la démocratie, la prise de décision partagée, et de dire, et alors ça c'est pas seulement le vote, mais c'est de se dire comment on recrute, comment on intègre les nouveaux, à quel point on est transparent, quels sont les processus de prise de décision qui sont mis en place, et à quel point on implique les salariés et les différentes parties prenantes dans la construction et dans le partage du pouvoir. Donc ça, c'est le premier pilier duquel découle finalement le reste. Le deuxième pilier important, c'est évidemment le partage de la richesse et la pérennité de l'entreprise. C'est de dire, on ne peut pas être entreprise citoyenne si on ne s'intéresse pas à la manière dont est réparti le résultat entre les salariés, les associés, l'entreprise elle-même, mais aussi entre les salariés, quel est l'écart de richesse, et aussi le rapport de l'entreprise à ses réserves, c'est-à-dire le rapport de l'entreprise au temps, court ou long, ou au rôle. Alors ça fait d'ailleurs écho à ce que nous disait hier André Comte-Sponville sur le rôle de l'argent finalement dans les entreprises coopératives qui sont un moyen de se développer et qui sont au service de l'entreprise. Donc ça, c'est le deuxième pilier, c'est la question de la pérennité de l'entreprise, partage de la valeur. Troisième pilier, c'est autour de l'individu, puisque finalement, on ne peut pas être une entreprise citoyenne si les gens, en arrivant le matin, ont du mal ne sont pas heureux. En tout cas, on ne sont pas épanouis, on ne recherche pas au moins la question de l'émancipation et de l'épanouissement des personnes. Alors pour moi, ça va au-delà de la question de la qualité de vie au travail, c'est aussi à quel point on responsabilise, on donne une forme de capacité à proposer, à être en confiance, à être formé aussi. On est, par exemple, dans le mouvement coopératif, on est très attaché à la formation économique et coopérative. C'est donner une place et reconnaître la place de l'individu dans la coopérative. Donc ça fait quelques années qu'on s'est intégré dans nos piliers. Le quatrième pilier, qui est plus récent pour le mouvement coopératif, mais qui est essentiel et qui nous semble, encore une fois, il nous semble impossible de penser à l'entreprise citoyenne sans s'interroger et sans penser qu'elle ne va pas s'intéresser aux grands enjeux sociétaux d'aujourd'hui. Ne pas s'intéresser à l'environnement, ne pas s'intéresser à la création d'emplois sur le territoire, à la parité femmes-hommes. Si ce sont des grands enjeux qui existent dans notre société, l'entreprise citoyenne est obligée finalement de s'en préoccuper. Et c'est là où ça donne du sens finalement pour l'entreprise coopérative, c'est qu'il y a une forme de logique qui est construite et de dire quand on construit une forme de démocratie dans l'entreprise qui est notre pilier 1, ça doit nous amener plus naturellement, alors je ne dis pas automatiquement, mais plus naturellement, ça nous configure à avoir une attention plus forte sur le pilier 4 qui est l'impact de l'entreprise sur son territoire, sur son environnement, et ce qu'on appelait, nous, la citoyenneté de l'entreprise. Voilà un petit peu sur les 4 piliers. Parfait, merci pour cette très belle réponse, très éclairante. Benoît Hamon, j'ai indiqué en introduction, en citant vos mots, bien sûr, que votre ouvrage collectif plaidait pour une amélioration de la démocratie et de la citoyenneté à l'intérieur de toutes les entreprises pour que l'ensemble de la vie sociale puisse en bénéficier. Est-ce que vous pourriez développer cet aspect et qu'est-ce que vous préconisez spécifiquement sur cet aspect, s'il vous plaît? Bon, on rentre dans les travaux pratiques, quoi. Bon, la première chose qui est quand même intéressante dans l'étude qu'on a faite et le travail qu'on a fait à l'intérieur de la CGScope, c'est la réponse à la question qu'on s'est posée, était-elle oui ou non, c'est est-ce qu'une scope fait du bien à la démocratie et à la cité autour? Ce n'est pas une réponse évidente et on a fait un travail collectif pour voir si finalement l'apprentissage de la délibération, tout ce qu'a évoqué à l'instant Laurence, fabriquer en quelque sorte des citoyens plus doués pour la démocratie, plus doués pour le dialogue, plus doués pour le compromis, pas simplement à l'intérieur de leur entreprise, mais aussi à l'extérieur. Et la réponse est plutôt oui. Alors c'est pas encore un travail académique, universitaire qui nous permet de poser ça comme une évidence, mais en tout cas, les premières briques semblent confirmer l'intuition qui était la nôtre. De cela, qu'est-ce qu'on en a tiré comme conclusion? C'est que si il apparaît que la délibération collective, la démocratie dans l'entreprise, fabriquer des citoyens plus doués pour le compromis et la démocratie, la participation, ne faut-il pas étendre ce mode de fonctionnement à la fois par l'augmentation du nombre de scopes de cycle,
l'augmentation du nombre d'entreprises démocratiques, ou en tout cas qui recherchent une forme de démocratie de délibération, et aller un peu plus loin que ce que proposent aujourd'hui les différents textes type loi Pacte, qui s'intéressent au fonctionnement de l'entreprise et sans doute d'abord à ses impacts sociaux et écologiques, et poser la question du pouvoir dans l'entreprise, parce que, à nos yeux, c'est la question centrale, du pouvoir dans l'entreprise et de la manière dont on peut associer à la fois les parties constituantes, comme dit Laurent Berger dans ce papier, que sont les détenteurs du capital et les travailleurs, à la délibération, mais aussi les parties prenantes autour, celles et ceux qui sont d'une manière ou d'une autre impactés par l'activité de l'entreprise, comment les associer à la délibération au sein de l'entreprise. Et c'est là encore, c'est la proposition que fait ce livre et à laquelle répondent plusieurs des contributrices et des contributeurs, en proposant de la cogestion chère à la CFDT, à des formules plus élaborées pour aller au-delà de la loi Pacte, ou tendre à finalement un changement d'échelle du modèle coopératif. C'est l'ébauche d'une stratégie pour démocratiser l'économie. Après, les mouvements comme la CGSCOP ou même l'ESS en général, seuls, séparément ou isolément, pardon, ne parviendront pas à tenir un agenda comme celui-là tout seul. Notre objectif, vous l'avez compris, c'était que ce livre sorte pendant la campagne présidentielle, et que modestement, il irrigue un peu le débat économique, et qu'il irrigue aussi le débat démocratique, en disant, regardez, il y a peut-être quelque chose à faire sur la démocratie dans l'économie, au moment où vous vous posez la question de la santé démocratique de la France. Bon, le contexte en a voulu autrement, et même s'il n'y avait pas eu le conflit en Ukraine, je ne sais pas si le sujet a réussi à percer, mais en tout cas là, on pose une graine. Et même plusieurs graines. Et je suis à peu près persuadé que ce sujet-là va faire éclore quelques jolies fleurs dans les années à venir. Monsieur Hamon, en quoi la crise qu'on vient de traverser, dont on sort, j'espère définitivement, ou en tout cas positivement pour tout le monde, on a vu tous les sourires d'ailleurs, on était heureux de se retrouver rien que pour voir les sourires des gens, en quoi cette crise a eu un impact sur les réflexions? Parce que c'est vrai que cet ouvrage ne sort pas à n'importe quel moment. Est-ce qu'elle a révélé des éléments qu'on retrouve dans les idées de vos 13 contributeurs? Des urgences peut-être? Oui, à l'évidence, parce que tout le monde perçoit, au-delà de la crise Covid, la crise économique et sociale qui se sont nouées les unes s'emboîtant aux autres, il y a la question centrale du dérèglement climatique qui est là et bien présente. Et d'ailleurs, le dernier rapport du GIEC est encore plus alarmiste que les précédents. Et chaque fois, les rapports tombent et sont plus alarmistes. Et on ne peut plus aujourd'hui, en tout cas, s'abstenir de penser comment on aligne les planètes. Et c'est ce que font tous ces acteurs économiques ou sociaux. Ils posent la manière dont le monde entrepreneurial, les entreprises, s'alignent avec des objectifs qui devraient être ceux des pouvoirs publics, je dis bien devraient, et autant au niveau international que national, et devraient être ceux aussi des citoyens, travailleurs, producteurs que nous sommes les uns et les autres, pour que on évite la trajectoire au désastre qui est celle d'un dérèglement climatique dont les impacts se traduiront par des mouvements de population considérables, de la destruction du vivant, de la désertification d'un certain nombre de territoires, et à la fin de la casse économique et sociale. Et donc, à l'évidence, il y a des mots qui sont utilisés, des paroles dans ce livre qui n'auraient pas été tenus avec la même conviction, la même ferveur, la même ardeur qu'ils sont tenus aujourd'hui, parce qu'on est tous pressés par un double sentiment d'urgence. Le sentiment que ça se dérègle sur les questions climatiques et donc économiques et sociales, et qu'en même temps, les outils par lesquels on avait l'habitude d'y répondre, les outils démocratiques, sont eux-mêmes en crise. Et donc, il y a là une forme de prise de responsabilité. Donc, à votre question, la réponse est oui. Et je crois que ça se voit dans le contenu des textes. On développe et ensuite bah oui, tout simplement. Merci beaucoup Benoît Hamon. En quoi la digitalisation et la pénétration de plus en plus forte de toutes les formes de technologie dans les process de l'entreprise, est-ce qu'ils peuvent aider ou au contraire venir contrecarrer ce processus de citoyenneté économique? Je crois qu'on peut légitimement se poser la question. On parle de la place de l'humain au cœur des organisations. Pour moi, c'est un sujet. Ou pas? Les deux.
Les deux. Ouais, Merci. bah oui, non mais en fait les deux oui parce que si la technologie, c'est toujours pareil, la technologie elle connaît aucune morale, c'est l'usage qu'on fait de la technologie qui vise le progrès démocratique et social ou au contraire l'obéissance, la subordination des individus. Et on voit très bien comment la technologie peut se transformer en une forme de laisse électronique et numérique qui vous place, vous mesure, vous étalonne de manière comme si vous étiez réifié comme une chose, comme une machine, met la technologie au service de la délibération et ça existe aussi et elle peut faciliter la prise de parole, elle peut faciliter la construction des espaces à l'intérieur desquels eh bien, on innove, on crée, on teste des projets collectifs. Donc là-dessus, je pense qu'il faut vis-à-vis de la technologie, il faut être assez laïque et ni considérer qu'elle est mauvaise en soi, ni qu'elle est bonne en toute chose et que dès lors qu'il y a une application, ça vous facilite la vie. Non, des fois, il y a des applications qui facilitent, en tout cas enrichissent beaucoup certaines personnes et principalement ça, ils sont faits seulement pour cela. Donc là encore, donc voilà, ma réponse c'est que à l'évidence, en tout cas, on peut faire de cette question de la numérisation, de l'irruption des technologies dans le monde économique, un moyen de ne pas sortir les salariés des entreprises pour les remplacer par des algorithmes ou des machines ou d'intelligence artificielle, mais un moyen au contraire de permettre leur épanouissement à l'intérieur de l'entreprise. Avec un degré de maturité peut-être encore à acquérir dans les chaînes de management, peut-être. Laurence Ruffin, le président Landriot a présenté une ligne claire de la stratégie du mouvement. Vous y avez aussi contribué, engageant tous les acteurs du mouvement sur la voie des transitions. Alors en quoi ce thème spécifique de la citoyenneté économique, est-ce qu'il peut ou est-ce qu'il va contribuer à cette dynamique de transformation pour les SCOP et les SIC ? Disons que c'est une des manières de traduire cette envie d'être acteur de la transition, de la transformation. Plus particulièrement, je dirais que sur les 3 premiers piliers, c'est peut-être une manière de réaffirmer autrement, de façon statutaire, ce qui me semble nos piliers historiques, de partage des décisions, partage de résultats, qualité de vie au travail. Ce sont finalement des fondamentaux dans le mouvement coopératif, et c'est d'affirmer qu'il y a un 4e enjeu aujourd'hui, qui a été partagé dans la construction de ce congrès, qui a été remonté en préoccupation numéro 2, et de l'inscrire vraiment dans le projet porté, en cohérence avec les autres fondamentaux du mouvement coopératif. Benoît Hamon, on n'en a pas parlé. Cet ouvrage dont vous avez assuré la direction présente un casting assez impressionnant. Qui a contribué à cet ouvrage et pourquoi ces choix de personnalité ? Je prends mes lunettes là pour le coup quand même. Donc pardon, j'en avais pas moi il y a 10 ans de lunettes. Moi je fais semblant de bien voir, mais vous savez. Ouais. Mais moi je peux même plus faire semblant. Donc il y a je ne vais pas les citer tous, mais il y a vraiment différents profils. Et quelques-uns qu'on a un peu challengés, objectivement, c'est un petit peu poussé à aller au bout de leur réflexion. On a invité notamment Pascal Desmurger, qui est le patron de la Maïf, qui a fait un bouquin qui s'appelle L'entreprise politique, qui fait partie de ces grandes mutuelles qui ont choisi d'être entreprises à mission, donc qui ont pris l'étendard de la loi Pacte pour proposer une mission qui à la fois engageait l'entreprise, mais y associait à la fois leurs collaborateurs et les sociétaires. Et on a voulu creuser ce qu'était ce concept avec lui d'entreprise politique. On a invité Isabelle Ferreras et Dominique Méda à essayer de penser la question de la citoyenneté économique en rapport avec les travaux remarquables qu'elles font sur le travail. Et à l'évidence, le sujet qu'on veut creuser, c'est la citoyenneté économique est-elle le moyen de favoriser le bien-être au travail ? Parce qu'à partir du moment où je suis associé au projet de l'entreprise, est-ce que je me sens mieux dans mon entreprise ou pas ? Intuitivement, on va répondre plutôt oui, mais c'était bien de le documenter au-delà même de l'expérience des coopératives. Il y a Laurent Berger qui a accepté de nous faire aussi un texte. Bon, la CFDT a toujours eu une réflexion sur la question de la délibération dans l'entreprise. Elle s'inscrit dans une tradition syndicale autour de la cogestion. Alors,
d'autres syndicats aujourd'hui considèrent qu'il faut partager le pouvoir dans l'entreprise. Ce qui nous intéressait, c'était d'aller un peu plus loin. Est-ce que aujourd'hui, le modèle coopératif peut être un modèle autour desquels se retrouvent les partenaires sociaux et notamment les syndicats pour dire qu'il y a là une voie, un moyen qui doit faire l'objet de politiques publiques pour permettre le changement d'échelle de ce modèle-là. Et puis alors, bon, je reprends, il y a une certaine Laurence Ruffin qui est... je crois, elle dirige une petite coopérative du côté de Grenoble. Non, mais il y a Laurence, c'était très important de la voir, d'abord parce qu'elle m'a beaucoup aidé avec Fatima Belaredj pour coordonner tout ce travail. Parce que c'était intéressant d'avoir aux yeux des lecteurs, ceux qui vont lire ce livre, l'expérience de la citoyenneté économique, et qui est une expérience qui n'est pas inscrite dans le marbre et qui n'a pas vocation à évoluer, ce qu'on peut observer chez Alma ou d'autres scopes, mais de montrer qu'on n'est pas là dans un modèle purement théorique où on s'amuse à quelques-uns et quelques-unes à dire voilà ce que serait la citoyenneté économique, et bla, et bla, et bla, et bla. En réalité, c'est un vrai programme politique. C'est un programme politique pour quiconque veut se saisir de cette question-là et prend au sérieux la crise démocratique en disant n'y a-t-il pas encore du chemin à faire dans l'ordre économique pour améliorer la santé démocratique de notre pays. Et donc là encore, je trouve que c'est important que la CGSCOP se pose comme une organisation capable de parler avec toutes les composantes de la société organisée qui s'intéresse à la question démocratique dans l'entreprise. Il y a Eva Sadoun, qui est présidente d'Impact France, le mouvement des entreprises sociales, qui dit des choses extrêmement intéressantes sur cette question-là. Et je trouve que voir la CGSCOP comme fédératrice de toutes ces énergies, se placer un petit peu au centre de cet écosystème, d'abord ça dit la légitimité et l'autorité sur ces questions-là désormais de la CGSCOP. Et je crois qu'il faut le noter, il faut qu'elle en soit fière et qu'elle sache utiliser cette légitimité nouvelle. Et puis ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à vous suivre. Donc moi je me réjouis en tout cas que cette petite brique peut-être demain permettre des grands rassemblements et des textes de loi qui nous aideront ou des initiatives politiques qui nous aideront à avancer dans le sens de la citoyenneté. On a bien compris. Bon, j'ai pas cité tout le monde, mais... Non, mais on découvrira bien sûr le casting complet. Vous aurez tous la chance de pouvoir récupérer, si ce n'est pas déjà fait. Vous avez des coupons dans vos badges. Il suffit de mettre vos noms, prénoms, le nom de l'entreprise et vous le récupérez sur le stand de la CGSCOP. Ce bel ouvrage, Laurence Ruffin, dans le prolongement de l'étude réalisée, justement, j'y faisais allusion tout à l'heure en 2020 par Benoît Hamon et ses équipes, il est proposé de constituer des indicateurs de mesures relatifs à la citoyenneté économique. Je crois même que c'est un peu vous qui vous en chargez au sein de la Confédération Générale. Quels seraient-ils et comment est-ce qu'on pourrait les instituer très concrètement ? Alors, ce qui nous a semblé intéressant, d'ailleurs ça a fait l'objet d'un atelier hier, excusez-moi, c'était de dire comment on pilote l'entreprise autrement que par sa performance économique. Et aujourd'hui, quand on fait une assemblée générale, mais même une assemblée générale en scope, il est assez rare qu'on présente autre chose que le chiffre d'affaires, la marge brute, le résultat net, etc. Et il nous a semblé dans la lignée de la réflexion sur la citoyenneté économique de dire finalement une entreprise coopérative, mais aussi une entreprise quelle qu'elle soit, quels sont les indicateurs extra-financiers qu'elle devrait mettre en place pour s'assurer que le projet dans son ensemble, c'est-à-dire la pérennité de l'entreprise, mais aussi cette dimension qu'on appelle citoyenne, soit poursuivie. Alors évidemment, ça a fait débat, c'est-à-dire est-ce qu'on peut résumer finalement la vitalité démocratique avec un indicateur ? C'est pas une chose forcément évidente. Mais l'intérêt, alors à la fois il y a une vraie évolution législative, puisque dans 2 ans, les entreprises de plus de 250 salariés vont avoir l'obligation de mettre en place des indicateurs extra-financiers, mais aussi je crois qu'il y avait une volonté du mouvement coopératif et d'entreprises avec qui on a travaillé, dans Scope et SIC, sur comment on rend lisible le projet, notre stratégie, à travers des indicateurs qu'on mettrait en place et comment on s'assure d'une progression. Je crois que l'idée des indicateurs était aussi là. Comment on se donne des objectifs et on s'assure d'une progression sur les indicateurs qu'on met en place. Alors les indicateurs, vous les trouverez d'ailleurs dans les... on a fait une première version. L'idée, c'est vraiment d'être en mode construction avec les scopes et les SIC qui ont envie de se prêter au jeu, de dire sur ces 4 piliers-là, quels sont les types d'indicateurs à la fois simples et lisibles. S'il y en a qui existent à l'extérieur, autant les récupérer. Faisons-les annuels, comme ça on pourra comparer et se mettre dans une logique de pouvoir proposer aux entreprises scope, SIC ou externes qui le souhaiteraient, d'avoir des indicateurs qui traduisent ces 4 piliers. Donc on a sorti
une 20 ou trentaine d'indicateurs aujourd'hui qui sont issus des discussions avec les coopératives. Alors ça va du taux de sociétariat, du nombre de salariés associés, parce que l'idée c'était aussi de pouvoir le faire en externe, sur le premier pilier, la question de la répartition entre salariés, associés et réserves impartageables, la question de l'écart des revenus, la question de la parité, la question de la création d'emplois, la question du bilan carbone sur le volet. Donc on a vraiment essayé sur les 4 piliers de venir chercher des indicateurs qui donneraient de la lisibilité à un projet. Et je crois que ça peut être une force dans le projet coopératif, pour nos coopératives, ça peut être une force pour progresser, et en externe, ça serait aussi une force de pouvoir afficher que la citoyenneté économique ou l'idée coopérative se traduit concrètement et qu'on puisse compléter nos chiffres d'emploi par d'autres indicateurs. Voilà. Et ce document est présent dans le dossier du participant. Il y a quelques pages A4 à découvrir. J'ai lu ça ce matin, c'est fort intéressant. On va passer la parole à notre public s'il y a un certain nombre de questions. Je remercie déjà les personnes qui vont faire passer les micros. Mais juste avant, Benoît Hamon, peut-être une dernière question sur les limites de ce concept de citoyenneté économique au regard de ce qui se passe aujourd'hui dans notre économie. Quels sont les freins potentiellement durables que vous voyez, ces changements que vous appelez ? Business as usual, quoi. Si on continue à... Parce que ce qui est fascinant... Il y a des verrous qu'il faut faire sauter. Celui-là, c'est-à-dire celui qui, d'abord, commence par considérer que démocratie et économie n'auront... On parle d'un oxymore en citoyenneté économique. Comment ça, citoyenneté dans l'économie? Ça n'est pas le monde dans lequel on pourrait avoir voix au chapitre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'abord vaincre ce verrou culturel qui amène à considérer que dans l'ordre économique, la citoyenneté n'a pas sa place. Donc c'est pas un petit verrou, pardon. C'est même le principal. Et ensuite, me semble-t-il, si nous sommes convaincus qu'il faut changer de modèle de développement et que la crise écologique nous amène à poser ce constat-là, moi je ne crois pas qu'il y aura de changement de modèle de développement à capitalisme constant. Voilà, pour faire vite. Donc, il faut se donner les moyens et les instruments pour à la fois, je reprends un verbe qu'on utilisait beaucoup en 2014 au moment de la loi, polliniser l'économie classique des principes de l'ESS. Et donc, en ce sens, moi, j'étais pas adversaire de la loi Pacte pour cette partie de la loi qui disait on va essayer d'améliorer le fonctionnement des entreprises classiques, même si elles sont pas devenues du jour au lendemain non lucratives, démocratiques. Mais donc, il faut continuer cette marche-là. Et puis surtout, ensuite, dans la part qui est celle des entreprises démocratiques dans l'ensemble des entreprises, il faut augmenter cette part du gâteau. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut donc une vraie stratégie et un projet politique au service de celui-là. Et les freins, ils seront toujours les mêmes, ils auront à peu près la même tête, le même chapeau sur la tête et le même cigare au coin des lèvres, donc on les connaît. Donc, c'est pas comme si on les découvrait, et il s'agit de il faut continuer de creuser le sillon. Merci, merci Madame Ruffin, merci Monsieur Hamon. Est-ce que vous avez des questions éventuellement à soumettre à nos deux prestigieux invités? On peut prendre quelques minutes. Alors, il y a une question ici. Alors, on va démarrer là. Et puis, merci. Je vous en prie. Ce serait juste bien de vous présenter. Oui, bonjour. Philippe Sauvageon, Scope Enviroscope, UR West. Juste une petite réponse à apporter à Laurence par rapport à sa remarque. On a la chance, nous, d'avoir des révisions coopératives. Et dans cette révision, il y a un certain nombre d'indicateurs extra-financiers qui sont super intéressants. Nous, on la présente à l'Assemblée générale en général pour que tous les salariés puissent en bénéficier. Et puis sinon, j'avais une deuxième petite information pour tout le monde qui est dans la salle. Bruno Fontan a organisé, pour répondre à l'appel de notre président tout à l'heure, sur le premier axe de développement qui est la protection de l'environnement, une réunion pour les bureaux d'études en environnement à 11h45 en salle 6. Voilà. C'est fait. Il y avait alors ici et puis il y aura aussi dans la salle. Allez-y. Oui. Bonjour Laurence. Roland Bénard, je suis président d'une SCOP qui s'appelle Bouillé-le-Roux. J'avais juste une petite question au regard de ce que vous avez énoncé tout à l'heure, complémentairement à ce que tu as dit s'agissant de la révision coopérative. Est-ce que ce dont on parle n'est pas tout simplement la mise en œuvre, la bonne application de la DPEF ?
Avec le micro. Oui, en fait, Est-ce que vous entendez pas ? en regard de notre taille, d'entreprise, en fait, hein, donc nous sommes une SCOP, en regard de notre taille, comme tu l'as dit tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui en fait astreints donc à renseigner une DPEF, une déclaration de performance extra-financière de l'entreprise, que nous complétons en fait d'ailleurs et que nous pouvons alimenter, enrichir en regard d'éléments extraits en fait de cette révision coopérative, qui fait qu'in fine, en fait, quand on y regarde bien, et dans le cadre d'un processus d'amélioration continue, in fine, la DPEF couvre, je dirais, presque d'une manière exhaustive ce que tu as énoncé tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si tu connais en fait la DPEF. Est-ce que c'est dans cet esprit-là, la cible serait celle-là, ou est-ce que c'est autre chose, en fait, pour bien comprendre et éviter les doublons, en fait, hein, bien entendu. Merci. Alors, je pense qu'il y a deux objectifs dans notre réflexion sur la citoyenneté économique. Le premier, c'était déjà de se positionner comme prenant la parole, on va dire, dans le monde économique sur une vision de l'entreprise. Et je pense que c'était quand même ce qui nous a, amené finalement à écrire un livre de manière ouverte avec d'autres personnes qui avaient déjà cette réflexion et de dire, on pense que si on ne parle que des scopes et des cycles, même si on se développe beaucoup, je pense que c'est très important de se développer d'un point de vue dynamique. Mais si on ne parle que, on représente malgré tout une part peu significative d'entreprise. En revanche, si on prend la parole, en plus de notre développement, sur ce qu'on voudrait représenter dans l'économie, sur les idées qu'on voudrait amener dans l'économie, sur l'expérimentation qu'on a fait et à quel point on pourrait insuffler des idées nouvelles, ça, je dirais que c'était la réflexion qui nous a amené à parler de citoyenneté économique. Donc ça, c'est quand même le premier gros volet. Après, pour que ça soit plus traduit, plus concret, pour les entreprises, qu'elles soient coopératives, mais aussi au-delà, puisque la réflexion était aussi de se dire, il y a des plateformes qui existent, la plateforme Impact, il y a un certain nombre d'éléments qui existent, mais qui finalement ne prennent pas en compte la partie gouvernance et peu la partie répartition de résultats. Hier, on a eu du coup une discussion avec la personne qui porte la plateforme Impact du gouvernement, hein, et la question de la répartition de résultats, en fait, il n'en a pas parlé dans l'exposé. Donc c'est de dire comment on se réapproprie ces indicateurs extra-financiers qui existent dans des révisions. Là, on ne dit pas qu'on réinvente. En tout cas, c'est de proposer que plus largement, au-delà des entreprises qui en auraient l'obligation et au-delà de celles qui avaient fait le choix de le faire, de proposer aux délégués, dans leur ensemble, de pouvoir accompagner les entreprises coopératives et de proposer aussi aux entreprises hors coopératives d'avoir un projet qui soit cohérent, où on parle autant de partage des 4 piliers dont on a parlé qui ne se retrouvent pas aujourd'hui dans l'impact. C'est-à-dire dans les indicateurs, la question du partage de prise de décision n'est pas un indicateur au cœur. Donc ça serait un complément, si je réponds plus clairement à la question, un complément par rapport à ce qui est existant, puisqu'il y a un certain nombre, par exemple, il y avait UTB qui avait fourni ce qu'il y avait aujourd'hui. Il y a un certain nombre de comparaisons qui ont été faites pour construire cet indicateur, pour ne pas faire trop doublon par rapport à ce qui existait déjà. Donc l'idée, c'est de dire compléter pour être complet par rapport à notre vision de l'entreprise. Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers vous. Alors, merci beaucoup. Je suis Farouk Bandour, le directeur de Créalid, une CAE de l'Occitanie, à Montpellier plus précisément. Alors, je voulais juste poser une question par rapport à la citoyenneté économique. Est-ce qu'elle dissocie la concertation à la prise de décision? Est-ce que c'est souhaitable et équitable, finalement, d'associer démocratiquement quelqu'un à une prise de décision économique, sachant quand même que le bien-être ou le mal-être dans le travail, est-ce qu'il s'exprime parce qu'on ne tient pas compte de son idée dans la prise de décision, ou est-ce qu'il s'exprime parce qu'on ne nous explique pas les décisions qui sont prises? Voilà. Est-ce que réellement, démocratiquement, finalement, de faire partie de la prise de décision? Et est-ce que tout simplement, on devrait juste imposer que la concertation soit valable à toute prise de décision? Je ne sais pas si, en tout cas, c'est clair, mais en tout cas, j'aurais bien aimé avoir votre point de vue sur ces deux notions, concertation et prise de décision. Et encore une fois, merci pour ce livre qui, j'en suis certain, va nous apporter pas mal de lumière. Merci beaucoup. À deux, mais l'un après l'autre. Peut-être 2 éléments de réponse. Enfin, moi, je suis assez convaincue que la démocratie ne se limite pas à un vote. Donc le processus en amont de formation, de transparence aussi, hein, je pense que c'est un élément important de transparence et de construction, est tout aussi important que la prise de décision en tant que telle.
Sur la question, alors je ferai référence à une étude qui a été faite par Montpellier, par des chercheurs de Montpellier, qui avaient analysé le lien entre bien-être et implication dans les constructions de décisions. Et ils avaient montré qu'il y avait un lien très fort entre le sentiment d'empowerment et de bien-être, c'est le terme qu'ils utilisaient, hein, et la participation active dans les prises de décision. Donc je trouvais que c'était intéressant dans le fait de montrer qu'il y avait potentiellement un lien entre les deux, et peut-être qu'on retrouve aussi dans les entreprises coopératives, parce que ça donne plus de sens dans son travail quand on est et informé et impliqué. Non, mais c'est une réflexion tout à fait juste que vous avez. C'est qu'il ne s'agit pas seulement de mettre des gens autour d'une table pour qu'ils puissent être associés à une décision. Encore faut-il leur donner des clés et pour pouvoir décider. C'est très facile, sinon, de se mettre à 10. Et s'il n'y en a qu'un qui a le savoir, à la fin, c'est celui qui a le savoir et l'habitude de prendre la parole qui risque d'emporter la mise. Donc il y a de vrais enjeux à l'intérieur d'une entreprise pour que finalement, cette responsabilisation du salarié que l'on associe aux décisions ne soit pas une responsabilisation qui se traduise à ses yeux par un fardeau qui pèse sur ses épaules au point finalement d'accentuer son mal-être parce qu'il ne se sent pas légitime à participer à une décision dont le sens lui échappe parce qu'il n'a pas les clés pour prendre la décision. C'est crucial et on l'a beaucoup aperçu dans le travail qu'on avait fait à l'intérieur de la CGScope, que beaucoup de Scopes nous disaient dans la délibération, ce qui importe, c'est au moins autant les informations qu'on apporte à celui qui va décider pour qu'il puisse prendre une décision dans de bonnes conditions que le simple fait de dire « Ok, demain, il y a une réunion et on est censé tous prendre la décision ensemble ». Donc oui, c'est très juste. Il faut faire attention au fait que on a aussi le droit de refuser de prendre une responsabilité, de dire « Écoutez, moi, ça ne m'intéresse pas, cette question-là, j'ai pas envie d'y participer et ça ne doit pas être une injonction à participer à toutes les décisions. Donc là encore, il y a beaucoup d'équilibre. Je voudrais répondre, ou comment dire, faire un rebond par rapport à la question de la performance extra-financière. L'Europe aujourd'hui réfléchit après la taxonomie verte à la taxonomie sociale. La taxonomie sociale, ce sera une classification des activités des entreprises selon leur impact social négatif ou positif. Ça va plutôt dans le bon sens dès lors qu'on va commencer à avoir des outils pour contraindre les entreprises à ouvrir finalement leurs livres pour nous dire quelles sont leurs performances extra-financières dans le domaine social. Ce sera bien si en plus on commence à avoir des instruments pour les contraindre à faire mieux, mais indiscutablement, ce sujet-là, s'il n'est traité que sous l'angle d'une politique classique de RSE, comme on l'entend, moi je vous la fais vite, mais il y a la crise des réfugiés ukrainiens, un grand groupe qui possède une télévision qui répand de la haine tous les jours sur les étrangers, il peut parfaitement prendre un ticket de 50 000 € pour faire de la RSE sur la question des réfugiés aujourd'hui et dire, vous voyez, moi je suis exemplaire. N'en demeure pas moins que ce grand groupe, dirigé par un Breton que j'aime pas, lui a une responsabilité éminente voilà, dans le fait que cette société est malveillante ou pas. Merci. On va rester positif, bien sûr. Il nous reste 3 minutes. On peut prendre une ou deux interventions encore. Alors, je vois pas trop. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Donc, Jean-Marc Bunel. Voilà, je suis là. Oui, voilà. Très bien, merci. Donc, Jean-Marc Bunel, bientôt retraité, 42 ans de sociétaire et engagé dans le mutualisme. J'avais une question à Benoît Hamon sur la question, donc, justement, de cette citoyenneté économique. Est-ce que ça ne rejoint pas l'éducation? D'ailleurs, vous avez dit fabriquer. Je dirais plutôt éduquer. En fait, aujourd'hui, on voit bien les métiers, il faut les apprendre dans l'entreprise. On le voit avec l'apprentissage. Dans nos scopes, on voit bien que pour être coopérateur, il faut former nos coopérateurs. Moi, je le dis toujours, on ne naît pas coopérateur ou mutualiste. On le devient parce qu'un jour, on le rencontre et on le vit. Une petite remarque par rapport à ce que vous avez dit. Je pense quand même que quand on est associé, salarié, je pense qu'à un moment donné, il faut aller jusqu'au bout du thème. Et quand on est associé, il faut quand même prendre sa responsabilité. La responsabilité, c'est d'aller voter. Parce que prendre des responsabilités d'associé salarié et dire « ouais, finalement, je n'ai pas envie de prendre de décision », je trouve ça un peu juste. Voilà, c'est moi. Donc je voulais, c'est ma manière de penser les choses. Je pense que c'est aussi ça. Donc le rôle, c'est bien éduquer, me semble-t-il. Le droit et le devoir, c'est la démocratie. C'est le droit et le devoir. On a le droit
d'aller voter, mais on a aussi, me semble-t-il, quand on est associé, le devoir de le faire. Donc j'en reviens à ma question, c'est est-ce que ce n'est pas un sujet d'éducation et faut-il attendre d'arriver dans l'entreprise pour le faire, même si j'entends bien que dans l'entreprise, et en tout cas dans nos coopératives, il faut le faire pour faire grandir nos coopérateurs dans leur métier, mais également dans ce domaine de la coopération. Merci, monsieur. Alors, j'ai un point d'accord et une nuance avec vous. Le point d'accord, c'est l'éducation. À l'évidence, le mouvement coopératif est aussi un mouvement d'éducation populaire, pourrait-on dire, au sens où ce qu'il propose comme manière de diriger une entreprise, comme outil d'épanouissement et d'émancipation à l'intérieur de l'entreprise pour les travailleurs, c'est à l'évidence une éducation à la citoyenneté qui est une contribution utile, pertinente, qu'il faut revendiquer, qui est celle du mouvement coopératif. Ma nuance, elle est que je pense que la liberté doit aller s'exprimer jusqu'au choix de ne pas utiliser les outils qu'on a entre les mains, parce que ça reste la liberté fondamentale des individus. C'est cette liberté qu'il faut aussi accepter à l'intérieur du mouvement coopératif comme celle du citoyen, sauf dans les pays où le droit de vote est obligatoire, mais qui a le choix de participer ou de ne pas participer. Alors après, on ne va pas rentrer dans le débat philosophique là-dessus, mais moi je suis plutôt pour qu'on laisse cette liberté de participer ou de ne pas participer, et je trouve que c'est pour moi même un point essentiel d'une démarche démocratique, que de ne pas être dans l'injonction à participer, parce que j'entends la problématique des droits et des devoirs, mais voilà, c'est ma manière de voir les choses. Et une dernière prise de parole. Je crois qu'il y avait... Oui, il y avait une main ici. Je sais qu'il y en a plusieurs. Pardon pour toutes les questions qu'on ne pourra pas forcément prendre. Allez. Hop, j'ai le micro là. Oui, mais il va falloir qu'on... Non. Vous pouvez y aller ? Ah bah écoutez... Chers amis coopératrices, coopérateurs, à la suite du Monsieur, on ne vous entend pas. Pardon. À la suite du grand débat proposé par le président Macron en 2019 sur la question de la démocratie dans la vie sociale et travail, avec deux maires des Alpes-Maritimes et moi-même, nous avons proposé de créer une sensibilisation dans l'enseignement scolaire de cette façon de travailler ensemble et entreprendre comme propose notre mouvement coopératif. Lors de la session parlementaire du 11 juin 2019, le député Alexandre Ardisson a très fortement soutenu notre démarche en sollicitant le ministre de l'Éducation, M. Blanquer. Celui-ci a répondu en détaillant quelques mesures mises en place allant dans ce sens, ce qui est déjà bien, mais il faut aller beaucoup plus loin pour former les jeunes dans l'éducation à l'esprit coopératif. En cette période très difficile que nous vivons, avec guerre, injustice, exploitation, réchauffement climatique, c'est presque fini. L'avenir est sombre et la population regarde ailleurs. Et pourtant, une étoile se lève avec cette autre manière d'entreprendre, qui sont les entreprises coopératives. Comme dit notre président Jacques Landreau, notre mouvement est enfin reconnu comme étant le modèle économique de demain, avec nos deux valeurs. La démocratie, parce que c'est ceux qui travaillent qui tiennent le gouvernail et puis obtiennent la juste rémunération, et pas les actionnaires extérieurs. Je peux continuer? C'était mon rêve, avec mes collègues peintres et maçons, en 1968, quand nous avons créé notre scope. Oui, un rêve peut devenir réalité. Je suis... Encore 2 minutes.
30 secondes. 30 secondes. Alors, je passe à vite. Vous voulez pas poser une question à Monsieur Hamon? Monsieur Hamon nous fait l'honneur d'être là. Posez-lui une question. Je finis là. Ouais, je crois qu'il faut que... Il faut Dis juste que du coup tu comptes sur la CGC Voilà. pour... Dites tout votre soutien à votre engagement. Il faut s'arrêter. Nos unions régionales peuvent et doivent solliciter nos députés et sénateurs à poursuivre ces actions auprès du ministre de l'Éducation pour demander, je vous demande, la mise en place urgente de méthodes pédagogiques qui stimulent chez les jeunes l'esprit de coopération et leur fassent découvrir cette autre manière d'entreprendre et de travailler ensemble. Madame Ruffin, Monsieur Hamon, il n'y avait pas de questions. Moi, je voudrais qu'on les applaudisse tous les deux. C'était un honneur. Merci à tous les deux. Un honneur et un bonheur de vous avoir interrogé. N'oubliez pas d'aller récupérer ce magnifique ouvrage sur le stand de la CGScope avec vos petits bons d'échange. Merci à tous. Je crois qu'on peut dire que ce début de matinée a déjà tenu beaucoup de ses promesses. Merci à toutes les personnalités qui ont dessiné tous ces chemins d'avenir qui sont les vôtres.